Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de cet espace d'échange Politique Actu. C'est sur la Royale Télévision d'Afrique et nulle part ailleurs. Politique Actu, c'est votre programme hebdomadaire qui revient sur l'actualité qui a focalisé notre attention tout au long de cette semaine. Parlant donc de cette actualité qui a focalisé notre attention, nous allons revenir sur la fête nationale de la jeunesse. Et parlant de la fête nationale de la jeunesse, nous allons revenir sur le traditionnel discours du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à l'endroit des jeunes. Que retenir, n'est-ce pas, de ce message qui a focalisé, qui a intéressé pas mal de jeunes? La réponse, c'est tout à l'heure avec notre invité qui a d'ailleurs accepté notre invitation. Je vous propose de le découvrir juste après cette transition. De retour sur ce plateau de Politique Actu, mesdames, messieurs, vous nous faites l'immense honneur de nous regarder. Politique Actu, c'est votre, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est votre programme qui revient, qui vous rafraîchit la mémoire sur l'actualité qui a polarisé votre attention et notre attention tout au long de cette semaine. Alors, on parlait du discours du président de la République à l'endroit des jeunes. Oui, la question d'emploi, il faut le rappeler, elle constitue une préoccupation majeure au Cameroun, je veux dire à l'endroit des jeunes. Face donc à cette gangrène, le président Paul Biya a rassuré, il a donné, je vais dire, il a fait des annonces fortes à l'endroit des jeunes qui est en proie au découragement. Que faut-il donc pour que la jeunesse ou les jeunes, n'est-ce pas, et que les jeunes puissent se ressaisir face à la montée en puissance du chômage? C'est la question qui taraude, du moins qui brûle nos lèvres ce soir. Ce soir donc, nous sommes heureux de recevoir celui-là qui a consacré sa vie, n'est-ce pas, à la recherche du savoir savant et compétent. Oui, il est enseignant à l'université de Yaoundé 1. Alors, il s'appelle pour docteur Yankta Flaubert. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Henri. C'est un immense honneur pour moi, je ne le dirai jamais assez, de vous prendre en direct sur ce plateau de Politique Actu. Alors, vous êtes venu justement pour nous faire une autre lecture, n'est-ce pas, du discours présidentiel. Alors, vous êtes un citoyen exemplaire, je le crois bien. Alors, professeur, vous avez suivi le discours. Déjà, que retenir, du moins, que vous inspire ce discours? Disons, comme tous les Camerounais, j'ai suivi avec vive attention le discours du chef de l'État. Et nous sommes là donc ce soir pour essayer de décrypter à notre manière, à notre niveau. Et nous osons espérer que nous serons à la hauteur de la tâche. Toutefois, les grands moments forts de ce discours, le chef de l'État, déjà en pédagogue, nous présente un discours qui est structuré. Déjà, il procède par un rappel du discours antérieur et nous présente dans le discours 2014. Donc on peut parler d'un Paul Biya historien. Historien, puisque pour mieux bâtir l'avenir, il faut toujours puiser dans le passé. Il recule pour mieux sauter en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Ah oui, alors on peut donc voir un président de la République, je veux dire humaniste, père d'enfants. Je vous comprends dans votre situation. Ne vous affolez pas. Humaniste, père d'enfants, oui. Qui se soucie, comme mère poule en quelque sorte. Qui se soucie de ses poussins, entre guillemets. Tout à fait, puisque à 81 ans, d'ailleurs j'ai saisi l'occasion pour lui souhaiter bon anniversaire. À 81 ans, on n'a plus rien à perdre. On ne peut que penser à la progéniture, on ne peut que penser à sa jeunesse. On ne peut que penser à sa jeunesse. Alors, on aura l'occasion, professeur, d'éplucher ce discours, ce message. Alors, avec votre permission, donc, nous allons prendre ce reportage de Nathalie Etundi qui revient sur les temps forts du discours. Que retenir du discours présidentiel? Suivez plutôt ce reportage. Son Excellence Paul Biya, président de la République, n'a pas dérogé à la règle. Le discours du 10 février en prélude à la 48e édition de la fête de la jeunesse est en étroite collaboration avec le thème « Jeunesse, patriotisme et promotion de l'intégration nationale ». En s'adressant aux jeunes, on a vu un président soucieux du devenir de sa jeunesse, optimiste quant à son avenir, mais surtout un leader qui influe une énergie positive à ses troupes.
S'agissant de son inquiétude, le chef de l'État est revenu sur la baisse criarde de la moralité publique dont fait montre la population camerounaise. Pour marquer son optimisme, Paul Biya a présenté un bilan de 12% de majoration sur les prévisions de création d'emplois, préoccupation principale de la jeunesse au cours de l'année écoulée. Il a annoncé fortement la création de plus de 250 000 emplois au regard de la possible augmentation du taux de croissance en 2014. Il s'est également félicité de la politique générale de la jeunesse à travers le renouvellement des organes exécutifs du Conseil national de la jeunesse et la participation massive des jeunes au double scrutin du 30 septembre dernier. Toutefois, pour booster son fer de lance, le père de la nation appelle à la professionnalisation, à la spécialisation dans diverses formations et à l'extension de la possibilité de formation dans les enseignements primaires, secondaires et universitaires. Il invite les jeunes à un engagement dont les enjeux sont essentiellement liés à l'accès au développement qui mettra tout le monde à l'abri des besoins primaires tels que définis par Maslow. Ainsi, l'intégration effective et efficace des jeunes concourira à la réalisation de grands projets structurants qui permettront l'atteinte de l'émergence à l'horizon 2035. En somme, le chef de l'État suscite la réflexion sur la participation efficiente de la jeunesse dans l'exécution des projets porteurs de croissance et d'emploi dans notre pays. Merci à vous, Nathalie Tunzia, pour ce, je vais dire, ce reportage, n'est-ce pas, nul autre pareil. Alors, docteur Yamta, certainement, vous avez des commentaires à apporter sur ce discours. C'est une jeune crème qui a fait une lecture paronamique, on va le dire comme ça, de façon succincte. Il est revenu sur les points forts du discours du chef de l'État. C'est vrai qu'on aura l'occasion d'en parler, mais déjà, c'est la jeunesse. Elle a fait sa lecture. Elle est optimiste. Oui, une lecture non seulement optimiste, mais qui, à mon avis, et de mon point de vue, reflète effectivement le contenu de ce discours. Oui. Nous aurons l'occasion d'en parler et justement, en commençant, le président de la République attaque. Il sait, la jeunesse est en proie, n'est-ce pas, au chômage, je veux dire, au découragement à cause, n'est-ce pas, l'équation du pain quotidien qui n'est pas facile à résoudre. Alors, Dr Yamda, il annonce la création de 250 000 emplois. Alors, d'aucuns me demandent au quartier, parce qu'on nous connaît au quartier que, attends, ce n'est pas de belles paroles qui finalement demeureront des vains mots. Comment convaincre cette jeunesse pour comprendre que c'est vraiment la réalité, la vérité? Oui, il faudrait déjà que nous partions de la définition du concept emploi. Qu'est-ce qu'un emploi? Et c'est justement le manque de maîtrise de ce concept qui suscite pas mal... Il faut dire que vous êtes spécialiste de la littérature, vous maîtrisez bien la langue française. Peut-être avec vous, on aura d'amples informations sur la question d'emploi. Allez-y. Donc, je disais donc, en termes d'emploi, lorsque le chef de l'État évoque le chiffre proche de 250 000, et il précise bien, parce qu'il faut déjà lever l'équivoque, il précise que des 250 000 emplois, il y a 60 000 emplois qui relèvent de l'administration, 165 000 emplois qui relèvent du secteur privé. Or, nous le savons très bien, un pays comme le Cameroun, nous n'avons pas 400 000 fonctionnaires. Déjà à côté de nous, il y a la Côte d'Ivoire qui a 151 000 fonctionnaires. Bien entendu. Donc on ne peut pas parler d'emploi en ne voyant que l'aspect, que du côté de l'administration camerounaise. Et par conséquent donc, lorsqu'il évoque le secteur privé, ça suppose, nous supposons qu'au niveau du gouvernement, peut-être des choses sont en train d'être faites pour qu'un appui vienne au secteur privé, parce que déjà, comme nous le connaissons, il y a des pays voisins comme le Gabon. Vous vous rendez compte là-bas qu'au niveau, par exemple, de l'enseignement, c'est le secteur privé regorge et les enseignants qui sont recrutés par ce secteur public et les enseignants qui s'y trouvent parce qu'envoyés par le gouvernement et formés par le gouvernement. Et par conséquent, donc, 60 000 emplois 2013, au regard des chiffres du chef de l'État, 165 000 emplois, toujours au dit du chef de l'État pour le secteur privé. Nous disons que là,
ça semble augurer des lendemains qui chantent pour la jeunesse. Ça semble augurer, alors on parle du secteur privé qui parfois qui n'est pas contrôlé. Peut-être c'est la raison pour laquelle le numéro 1 Camerounais demande, veut contrôler ce secteur. C'est pourquoi peut-être on va parler de la professionnalisation. Mais avant de parler de la professionnalisation, docteur, alors le chef d'État dit, je cite, dans cette course à la croissance qui doit, dans 20 ans, il parle de 20 ans, nous permettre d'accéder à l'émergence, vous avez un rôle essentiel, un rôle crucial à jouer. Il parle à la jeunesse, ou du moins aux jeunes. Alors bien des jeunes vont dire, il nous renvoie encore dans une vingtaine d'années, on parle de l'émergence en 2035, il nous renvoie encore dans une vingtaine d'années. Alors d'aucuns disent, mais c'est une autre génération. Est-ce qu'on doit croire vraiment? Et que faut-il entendre par dans 20 ans? Il dit, dans 20 ans. Disons en termes d'attente, dans une vingtaine d'années ou dans 20 ans, il faudrait déjà que nous soyons conséquents avec nous-mêmes. À savoir, l'émergence qui est attendue ne sera que le reflet de ce que chaque Camerounais, chaque jeune aura voulu que cette émergence soit. Et par conséquent, c'est justement la raison pour laquelle il appelle à un peu plus de moralité. C'est un peu ça la vision du chef de l'État telle que nous semblons le décrypter à ce niveau-là. Et il demande aussi à la jeunesse, n'est-ce pas, de se préparer. Il est en train de déplorer aussi le fait que ce sont les étrangers qui viennent envahir nos projets structurants. Il dit ces hôpitaux, ces grandes écoles, qui va les construire. C'est bien vous. Alors, qu'est-ce qui est déjà fait pour que la jeunesse, la question je vous la pose, vous qui encadrez la jeunesse, parce que vous êtes enseignant à l'université de Yaoundé 1, qu'est-ce que vous faites déjà pour encadrer cette jeunesse afin de croire à cet avenir, de croire, n'est-ce pas, à un lendemain qui chante, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure? Disons qu'à notre niveau, déjà la première des choses, c'est que nous amenons les jeunes qui sont sous notre encadrement à pouvoir espérer. Bien entendu. Parce qu'aucune situation ne peut rester statique. Il y a des situations évolutives. Et par conséquent, nous leur donnons le goût d'espérer. Parce que, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, il y a des gens qui sont appelés à passer le témoin. Et c'est justement la raison pour laquelle il y a l'âge limite dans l'administration camerounaise. Oui, mais on voit aussi les gens qui falsifient leur âge dans l'optique de rester indéfiniment au siège. Alors, c'est aussi ça la triste réalité chez nous. Et que dire, n'est-ce pas, de ces gens, de ces accros qui veulent s'éterniser sur leur fauteuil? Pour ces gens, le chef de l'État lui-même a trouvé des mots. C'est des égoïstes. Des gens qui pensent que le Cameroun n'est fait que pour. Parce que vous imaginez que quelqu'un qui se retrouve après 55 ans dans l'administration camerounaise, parfois même après 65 ans à l'enseignement supérieur, le temps d'attendre des éventuelles nominations qui donneront l'occasion à ces derniers de pouvoir céder leur place aux autres. À supposer que le docteur Yamta occupe un poste important, est-ce que vous serez prêt à céder votre fauteuil? Est-ce que la mangeoine, entre guillemets, ne va pas vous, je veux dire, pousser à vous éterniser aussi? Parce que c'est facile peut-être de jeter l'anathème sur l'autre. C'est vrai, mais il y va de l'éducation de tout un chacun et de la culture de tout un chacun. Mais nous sommes tous Camerounais. Peut-être il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des gens de bonne moralité. Tout à fait. Mais qu'est-ce qui peut-être on va parler du pouvoir financier? Oui, mais ça ne voudrait pas dire que dans l'administration camerounaise, il n'y a pas des gens qui sont d'une éthique à vendre. C'est vrai. On va dire un grain de sable, je veux dire un morceau de sucre dans un fido, c'est minable. Parce que lorsqu'on essaie de voir le coût de la vie, et on voit parfois le salaire que des gens touchent, et on se dit, bon, parfois... Des salaires parfois... oui, allez-y. Oui, des salaires, pour ne pas dire dérisoires, qui ne s'accommodent pas au rythme de vie de tout bon Camerounais, qui est allé à l'école, qui a envie de soigner sa famille, de manger, de se vêtir, etc. Et par conséquent, lorsque les uns et les autres se trouvent à des postes de responsabilité, nous nous rendons compte qu'ils confondent parfois les caisses de l'État à une caisse familiale. Et c'est la raison pour laquelle
5 ou 10 ans avant l'âge de la retraite, vous voyez des gens, vous vous demandez même par quel mécanisme, par quelle alchimie, 5 ans avant leur mise à la retraite, ils ont des nouveaux âges. Mais ils ont les godasses, ou comme qui dirait des réseaux. Cette fois, tu ne peux pas appartenir au réseau pour... Oui, des réseaux, on en parle tout le temps. Même celui qui n'a pas de réseau dit qu'il a des réseaux, mais c'est camerounais et je pense que la moralité dont le chef de l'État parle rentre dans ce cadre. Ne concerne pas que les jeunes, hein, parce qu'on a comme l'impression que c'est la jeunesse qui est en proie, qui est le socle de cette, je vais dire, de ce recul de la moralité. On aura l'occasion avec vous de parler de cette moralité, en fait, je vais dire, à la fin de notre émission. Mais on va rester, parce que vous êtes enseignant, comme je le disais, vous êtes d'ailleurs expert, je dis, spécialiste en littérature et civilisation africaine. C'est une filière à Yaoundé 1 qui... Certainement, est-ce qu'il y a une filière, je veux dire un master professionnel dans ce sens? Est-ce que vous formez des gens qui, dans ce sens, d'une manière à se professionnaliser, j'en viens vraiment? Oui, et disons qu'au niveau de notre département, il y a des avancées sérieuses, surtout que nous proposons aux étudiants des programmes qui s'arriment un peu aux programmes nord-américains et autres, dans lesquels il est question de proposer aux étudiants des unités d'enseignement capables de les ouvrir des horizons, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. En termes de master professionnel, des choses sont en train d'être faites pour que dans les années à venir, et que cette professionnalisation s'installe dans le département. Oui, le chef de l'État parle de la professionnalisation et vous parlez d'un système éducatif qui colle aux réalités nord-américaines. Et l'une des choses, n'est-ce pas, l'un des reproches qu'on vous fait, vous qui êtes au niveau de l'enseignement, vous qui êtes piloter l'éducation au Cameroun, c'est que le système éducatif ne cadre pas forcément aux réalités locales. Vous qui faites civilisation africaine, est-ce que vous prônez pour le retour aux sources? Parce qu'un élève qui étudie, je vais dire, le printemps, l'automne, l'hiver, on est Cameroun, on connaît la saison sèche, la saison pluie. Est-ce qu'il peut se développer? Est-ce que ce développement sera perceptible, étant donné que vous copiez le système éducatif d'ailleurs? Là, je répercute ce que l'opinion publique pense. Oui, disons plutôt que prendre ailleurs ce qui peut nous aider à décoller, ce n'est pas mauvais. Mais oublier notre sous-bassement culturel, c'est un danger. Parce que, qu'est-ce que ça peut faire? Parce qu'on se rend compte que le système LMD, ça ne nous apporte rien. Et d'ailleurs, même certains enseignants, semble-t-il, là je répercute ce que l'opinion pense. Certains enseignants ne maîtrisent même pas cet instrument, on va le dire comme ça. C'est vrai, le système LMD tel qu'il est conçu chez nous, et déjà, il faudrait un peu d'histoire, parce qu'il faudrait comprendre que le système LMD est arrivé un peu comme contre toute attente. Ce qui fait que non seulement les étudiants, mais la plupart des enseignants eux-mêmes ne maîtrisaient pas encore les tenants et les aboutissants de ce système dans notre pays. Et par conséquent, donc, lorsque le chef de l'État parle par exemple de la professionnalisation, c'est maintenant que les départements sont en train de s'organiser. Déjà qu'il y a pas mal de départements qui se sont organisés à telle enseigne que vous allez voir par exemple le département de géographie où il y a un master professionnel. Bien entendu. En faculté de lettres également. Avec le département de tourisme, hôtellerie, piloté par le professeur Onomon Taba Bernard. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et déjà, je dois même vous dire, concernant cette professionnalisation, nous sortons d'un séminaire qui a eu lieu du 12 au 14, organisé par l'université de Yaoundé 1, où un accent également a été mis sur la professionnalisation. Et par conséquent, entre autres résolutions proposées, il était question que l'on associe davantage le secteur privé. Parce que si on n'associe pas le secteur privé, les produits que nous déversons dehors, à un moment donné, ils peuvent ne pas... On observe quand même partout des forums, universités, entreprises. On l'a vu à Douala, avec l'université de Douala, qui a organisé un forum
universités et entreprises, les étudiants se sont frottés aux réalités des entreprises. On peut quand même se féliciter, n'est-ce pas, de cette, je vais dire, de cet avancement des choses, professeur. Oui, disons que c'est des initiatives à louer parce que tout n'est pas que noir dans notre pays. Bien entendu. Et quand bien même vous n'êtes pas d'accord avec certaines personnes sur certains points, il ne faut pas oublier de reconnaître les avancées. Oui, les avancées, c'est vrai, c'est pourquoi nous sommes là, pour vous décrypter et essayer autant que faire se peut de voir les points noirs pour avancer. Parce que la Royale Télévision d'Afrique, faut-il le rappeler, accompagne, n'est-ce pas, notre État, notre Cameroun, je veux dire, notre pays dans son émergence. On n'est pas là des sirènes ou les voix apocalyptiques. Alors, docteur, on va continuer, n'est-ce pas, à parler de la professionnalisation. Et tout à l'heure, je disais, vous êtes enseignant, il faut que ça encadre pas mal de jeunes. Alors, nous disons, le chef d'État met l'accent et on va revenir sur cette professionnalisation. Il dit, je cite, le tournant de la professionnalisation a été pris aux différents niveaux de notre système éducatif. Nous aurons bientôt les effets et vous verrez qu'ils seront surprenants. Il dit dans quelques temps. Alors, doit-on avoir confiance même au système éducatif camerounais? Tout à l'heure, on a embrayé dessus. Est-ce qu'on doit vraiment avoir confiance? Parler en termes de confiance... Est-ce que ce système est vraiment compétitif et attractif? Disons que le système n'est pas totalement compétitif, mais le système tend à être compétitif. Et c'est justement la raison pour laquelle, lorsque je parlais de la professionnalisation tout à l'heure, parce que déjà le thème du séminaire qui s'est achevé hier portait justement sur l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation, avec pour dénominateur commun la qualité. Et dans la qualité, il y a la compétitivité. Bien entendu. Et pour être compétitif, il faut donc asseoir des bases qui puissent permettre à un étudiant sorti de l'université de Yaoundé 1, de n'importe quelle filière, de pouvoir rivaliser avec ses camarades d'autres universités camerounaises ou étrangères. Donc, il faut, comme nous le disons, mettre d'abord un accent sur la qualité. Parce que la professionnalisation, ce n'est pas encore un acquis dans notre milieu universitaire. Oui, mais c'est une quête permanente. Une quête permanente. Et vous qui avez certainement... s'arrimer à la mondialisation. À la mondialisation, qui est ce rendez-vous du donner et du recevoir. Vous qui avez certainement voyagé, et certainement on dit, comparaison n'est pas raison, chers téléspectateurs, c'est vrai, mais on peut quand même, vous pouvez quand même faire une comparaison. Est-ce que le système camerounais, lorsque vous sortez, est-ce que les Camerounais peuvent être, je veux dire, le système éducatif peut faire école, ou c'est une école qui peut faire école ailleurs? Oui, parce que lorsque je vais prendre un exemple dans mon domaine, littérature et civilisation africaine, vous allez vous rendre compte que la plupart des étudiants qui sont partis de ce département après un master ou après un 2A, pour dire vrai, rares sont ceux qui vraiment ne trouvent pas leur compte aujourd'hui en Europe. Parce que, comme nous le savons, la littérature, la civilisation africaine, c'est... un secteur moins connu ou bien à cause de l'européocentrisme, on ne veut pas reconnaître quand même des valeurs africaines. Oui. Et vous savez, il y a un débat qui a chauffé pendant longtemps. On ne laissait pas aux Africains des compétences. Mais par contre, cela n'empêche pas que ceux-là puissent de temps en temps rechercher des spécialistes capables de leur dispenser des enseignements qui portent sur l'Afrique, oui, sur les réalités africaines. Bien entendu, on en connaît, peut-être ne pas le citer, le professeur Ponty. Certainement vous aussi, je vous en fait, c'est tout le mal que je vous souhaite, que demain aussi vous partiez, et n'est-ce pas, dispenser le savoir savant, je mets sur l'Afrique, n'est-ce pas, aux Blancs. Alors, professeur, vous avez parlé de cette Afrique qui est peut-être méprisée. Et il faut dire que ce débat continue jusqu'aujourd'hui, parce que lorsque le président français, l'ex-président français arrive en Afrique, à Dakar en 2007, il dit le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas encore suffisamment entré dans l'histoire. Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle le président de la République interpelle les jeunes à être compétitifs, à porter son destin en main. C'est pourquoi il dit, demain, c'est vous qui devez porter, je vais dire construire. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer, il faut chasser les Occidentaux, du moins les étrangers, encore que le Cameroun est un pays hospitalier. Déjà, il faudrait
et vous dire que je ne suis pas d'accord avec les déclarations de Nicolas Sarkozy. Déjà que j'ai eu à décrypter ce discours avec mes étudiants, et déjà même avant que de leur dire ce que je pensais, il y a beaucoup qui se sont opposés. Parce que l'entrée dans l'histoire, c'est quoi? C'est la grosse question, professeur. Peut-être pour lui, l'histoire, ce sont des grandes inventions. Pour lui, l'histoire, c'est, comment je vais dire, c'est la technologie, c'est les grandes décisions. Et sur le plan international, l'Afrique, certainement, jusqu'ici, l'Afrique n'a pas peut-être le siège au Conseil de sécurité. Peut-être c'est la raison pour laquelle il dit l'Afrique n'est pas encore suffisamment entrée dans l'histoire. Mais peut-être avec la mort de Nelson Mandela, ou bien Nelson Mandela peut-être fait entrer l'Afrique dans l'histoire. Peut-être c'est un commentaire. On va revenir sur notre fil rouge de notre entretien, et qui porte sur le discours du chef d'État. Alors on va suivre un expert comme vous, votre collègue d'ailleurs, le professeur Roger Bernard Onomontaba, qui revient non seulement sur le discours d'octobre. En fait, il veut insuffler l'optimisme aux jeunes, mais il veut aussi également présenter des filières porteuses. Vous avez parlé tout à l'heure de la littérature et civilisation africaine. Lui présente le tourisme. Suivant les déclarations du professeur Roger Bernard Onomontaba sur le plateau de Politique Actu. Un discours d'espoir. Un discours qui amène la jeunesse, comme amène à comprendre que le tunnel est grand ouvert. C'est un chef de l'État qui est resté chef de l'État, mais qui a parlé à ses enfants comme il a toujours fait, pour les amener à comprendre que les sirènes du pessimisme doivent se dissiper et qu'à leur niveau, ils doivent comprendre que le Cameroun s'est bâti et se bâtira avec eux. J'ai été personnellement très émerveillé lorsque le chef de l'État a amené la jeunesse à comprendre quel est l'espoir de la nation. Et je crois que ça, c'est une responsabilité qu'il faut chanter à cette jeunesse. Et le petit schéma chronologique qu'il a fait était encore très illustratif et très édifiant. Lorsque il est rentré dans l'histoire pour amener cette jeunesse à comprendre qu'à la veille de l'indépendance, c'est les jeunes comme eux qui portaient des grandes revendications et que quelques-uns de ces jeunes n'ont même pas été bénéficiaires de ces revendications. Et que c'est la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse d'hier, qui en bénéficie. Je crois que ça ouvre là une page à l'héroïsme. Le chef de l'État appelle la jeunesse camerounaise à se comporter en héros. Le héros, il peut tomber sur le champ de bataille, mais son histoire ne tombe jamais. Le chef de l'État présente deux cas de figure. Un cas de figure qui est restitué et cadré dans l'histoire. La revendication politique. La jeunesse camerounaise veut un Cameroun libre. Alors, le deuxième cas de figure, ce n'est plus une adversité militaire. Ce n'est plus le colonisateur, entre guillemets, parce que le Cameroun n'a jamais été une colonie, ce n'est plus l'envahisseur qui étouffe les libertés. Mais maintenant, ce sont les contraintes existentielles qui étouffent l'épanouissement. C'est la pauvreté, c'est le chômage. Alors, le président veut dire à la jeunesse que pour sortir le Cameroun de la pauvreté, elle doit comparer, elle doit se situer un peu comme cette jeunesse qui voulait aussi sortir le Cameroun de l'assujettissement vers la liberté. Le développement, l'émergence du Cameroun ici, étant dans le second exemple, ce qu'est la liberté dans le pays. Alors, pour sortir de la pauvreté, pour trouver à manger,
pour trouver du travail, on ne va plus aller se faire tirer dessus, comme on le faisait à l'époque des revendications nationalistes et politiques. Qu'ils ne soient pas camerounais. Ça ne veut pas dire que la terre camerounaise est fermée aux étrangers. Ça veut tout simplement dire que pendant qu'on voit un étranger, il faut quand même compter une centaine de Camerounais. Alors c'est donc cette ressource qui est stratifiée du primaire au supérieur. Ce fleuve a des belles chutes, les touristes peuvent venir à leur moment le même jour. Le Cameroun peut faire l'accident. Comment est-ce que les chutes d'un fleuve qui ont été mises en tourisme peuvent faire l'accident? Vous allez consommer ces chutes à vie. Et c'est ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, les gens n'ont pas de richesse touristique comme le Cameroun, mais vous vendez la visite d'un petit cimetière de 10 tons. Et vous voyez les gens s'aligner pour cela. Voilà les tombes qui sont en Volie. Vous savez qui est couché en Volie? Vous pouvez nous informer? Je vous dis donc que les gens qui sont couchés en Volie peuvent amener les décideurs de ces cimetières à mettre ces cimetières en tourisme. Ça se fait. Donc, je profite de votre tribune pour dire aux collectivités territoriales décentralisées de venir chercher les cadres au département de tourisme et d'hôtellerie pour une raison très simple. De l'université de Yaoundé. De l'université de Yaoundé 1. Pour une raison très simple. Lorsque nous avons pressenti, et c'est ça, il faut savoir écouter les discours du chef de l'État, lorsque nous avons pressenti qu'il y avait une large évolution dans la politique de décentralisation, nous avons monté le programme d'une option qu'on appelle développement et aménagement touristique des territoires. Alors, je voudrais conclure au niveau de la professionnalisation. De la professionnalisation, pour dire que les jeunes que nous formons dans cette option que j'ai évoquée, développement et aménagement touristique des territoires, ce sont eux qui, une fois sollicités dans les collectivités territoriales décentralisées, vont diriger les offices de tourisme. Et je ne vous apprends rien. Sur le plan réglementaire, il est autorisé, il est permis à toute collectivité territoriale décentralisée d'ouvrir son office de tourisme. Pourquoi ne le font pas? Parce qu'ils ne sont pas encore au courant, n'est-ce pas? Je le dis et je signe, le tourisme au Cameroun ne se développera jamais à l'immeuble rose. L'immeuble rose, c'est la coordination. L'immeuble rose, c'est la coordination. Les richesses touristiques ne sont pas au cabinet du ministre du Tourisme et des Loisirs. Les richesses touristiques sont sur le terrain. Et c'est pour cela, lorsque vous regardez la politique d'action de ce ministère encourage les autorités locales à mettre en valeur les richesses touristiques. Puisque au Cameroun, pour faire simple, nous dormons sur les richesses touristiques tout en attendant que un invité vienne nous réveiller pour nous dire attention, attention, tu risques d'endommager les richesses touristiques sur lesquelles tu dors. Nous ne savons même pas ce qu'est une richesse touristique. Je ne voudrais pas accepter que ceux-là qui promeuvent le pessimisme aient le-dessus, prennent le-dessus. Parce que la jeunesse est fragile, voyez-vous. Les jeunes sont fragiles. Alors, lorsque vous pouvez chanter dans les oreilles d'un jeune qui ne peut pas passer X ou Y concours, mais vous pensez que l'Afrique, tous les territoires assujettis, n'ont été assujettis que par la force des armes? Je suis enseignant et je vous dis que dans une salle de classe, lorsque je veux vous faire échouer, il suffit que je vous chante chaque fois que vous n'avez pas le niveau. Vous allez vous convaincre. Vous allez oublier. Psychologiquement alors? Psychologiquement. Oui. Vous allez oublier que vous étiez le meilleur élève de votre lycée. Une fois à l'université,
Parce qu'on vous dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'avez pas de niveau, vous ne pouvez pas faire telle filière, vous n'y arriverez jamais. Et je dis donc, il faut barrer la route à ces sirènes du pessimisme. Il faut barrer la route à ces sirènes du pessimisme et sonner les cloches, comme le chef de l'État le fait, à longueur d'année. Sonner les cloches de l'optimisme. Dire aux jeunes de croire. Croyez. Croyez que c'est possible. Et ne croyez pas dans l'abstrait. Un discours d'espoir. Un discours qui amène la jeunesse camerounaise à comprendre que le tunnel est grand ouvert. C'est un chef de l'État qui est resté chef de l'État, mais qui a parlé à ses enfants comme il a toujours fait, pour les amener à comprendre que les sirènes du pessimisme doivent se dissiper et qu'à leur niveau, ils doivent comprendre que le Cameroun s'est bâti et se bâtira avec eux. J'ai été personnellement très émerveillé lorsque le chef de l'État a amené la jeunesse à comprendre quel est l'espoir de la nation. Et je crois que ça, c'est une responsabilité qu'il faut chanter à cette jeunesse. Et le petit schéma chronologique qu'il a fait était encore très illustratif et très édifiant. Lorsque il est rentré dans l'histoire pour amener cette jeunesse à comprendre qu'à la veille de l'indépendance, c'est les jeunes comme eux qui portaient des grandes revendications et que quelques-uns de ces jeunes n'ont même pas été bénéficiaires de ces revendications. Et que c'est la jeunesse d'aujourd'hui, la jeunesse d'hier, qui en bénéficie. Je crois que ça ouvre là une page à l'héroïsme. Le chef de l'État appelle la jeunesse camerounaise à se comporter en héros. Le héros, il peut tomber sur le champ de bataille, mais son histoire ne tombe jamais. Le chef de l'État présente deux cas de figure. C'était là les propos du professeur Roger Bernard Onomuntaba, votre colère. Vous connaissez certainement très bien. Il a fait la promotion, de ce secteur qui n'est pas connu peut-être de bon nombre de jeunes, le tourisme. Vous avez une idée sur cette filière? On parle de la professionnalisation qui peut être un tremplin, n'est-ce pas, pour booster l'émergence de notre pays. Tout à fait, c'est un département que je connais déjà pour avoir orienté 3 étudiants là-bas. Et si j'ai pu les orienter, c'est justement parce que nous avons compris que le tourisme était un secteur d'avenir. Donc le Cameroun, pour son décollage, doit faire avec le tourisme. Le Cameroun doit faire avec le tourisme. Alors, on a vu un professeur Roger Bernard Onomuntaba qui interpelle les jeunes. En fait, il a demandé aux jeunes, n'est-ce pas, de barrer la voie aux sirènes du pessimisme. Vous pensez qu'il y a des sirènes du pessimisme, je voulais dire, au Cameroun? Oui. Tout ça parce qu'il y a des gens qui voient tout en noir. Et lorsque vous passez tout votre temps à voir tout en noir, vous n'avez pas toutes les chances de pouvoir prospérer. Parce qu'il faut être optimiste. Et également dans ses propos, lorsqu'il parle de la liberté comme étant le dénominateur commun de lutte des revendications des jeunes, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais une autre chose que je pourrais relever, c'est que à travers ces luttes des revendications, le chef de l'État, en sous-jacent, voudrait également interpeller les gens
pour leur dire, certes, il y a des gens qui ont des méthodes et des stratégies différentes, mais au bout du compte, c'est la finalité qui compte, c'est l'objectif visé. Donc il dit, l'engagement que je vous demande ne requiert pas de sacrifice de votre vie. C'est un engagement basé sur l'effort, sur le mérite. Et je pense que cet engagement est partagé. C'est une responsabilité partagée, docteur Yanta. Parce que la jeunesse doit faire les efforts, c'est vrai. Mais en amont, les décideurs aussi doivent soutenir cette jeunesse. Et là, vous me permettez d'embrayer sur la moralité des jeunes. Oui, la moralité des jeunes a reculé, mais il y a aussi des pratiques qui sont en train de prendre le poids. Je vais dire le pas au Cameroun, je ne veux pas de l'homosexualité. On ne peut pas avancer, émerger si on ne baisse pas la culotte. Ça, nous répercutons surtout ce que les gens parlent, parce que nous sommes là, la voix du peuple, on va le dire comme ça. Alors, que dire donc de ces gens, de ces sirènes qui bloquent la jeunesse pour mettre certaines valeurs contre nature en Afrique, au Cameroun en particulier? Que dire donc de ces gens? Quels commentaires cela vous inspire? Oui, disons que je dois d'abord rebondir pour dire que lorsqu'on parle des spécialistes de la sirène du pessimisme, il ne faudrait pas que les gens voient un peu ces maîtres chanteurs du pessimisme seulement du côté de la jeunesse, parce qu'il y en a du côté de l'administration, bien entendu, qui passe tout le temps à montrer aux jeunes qu'ils ne peuvent pas. Déjà, même dans certains amphis, vous verrez pas mal qui disent que quoi que vous fassiez, vous n'irez nulle part. Il y a aussi un autre problème, le harcèlement sexuel. Le professeur Pondia a consacré tout un ouvrage dessus. Voilà autant de pesanteurs. Oui, on parle de l'engagement, c'est vrai, mais il faut aussi que les responsables s'engagent et que cet engagement, comme a dit qui nous demande, ne requiert pas le sacrifice de notre vie. Parce que lorsqu'on demande peut-être le sexe, on demande, permettez-moi de le dire comme ça, on demande de baisser le derrière. Alors, ça déjà c'est la vie. Le sacrifice, c'est la vie des jeunes qui est mise, qui est sacrifiée à l'autel, n'est-ce pas, je sais pas quoi. Justement, il s'agit là d'un problème de moralité. Et c'est la raison pour laquelle nous nous échinons chaque jour à expliquer à nos étudiants que rien ne vaut la vie. Et par conséquent, il faut faire des efforts, il faut donner le maximum de soi-même. Et un maximum qui rentre dans les règles de la moralité. Et c'est vrai, il y a des esprits faibles et qui ne peuvent pas se retenir face à ces multiples propositions. Si telle chose se passe, vous allez vous retrouver plus tard à tel poste de responsabilité, etc., etc. Mais nous nous rendons compte que quand bien même vous parvenez à avoir une promotion, et généralement la plupart des cas c'est des promotions qui ne durent pas. Donc, et une fois de plus, l'un des véritables problèmes c'est qu'on doit cesser toujours de dire qui a fait ceci, qui a fait cela. Il faudrait toujours se poser la question, pourquoi a-t-il fait ceci, pourquoi a-t-il fait cela? Parce que de même qu'il y a des esprits forts, il y a également des esprits faibles. Et c'est justement tout ça qui pousse une partie de la jeunesse à dire, bon, à verser dans le pessimisme, à verser dans le désespoir. Et peut-être l'église aussi, hein, je veux dire, les temples, les mosquées, parce qu'on parle d'église, nous sommes dans un état où il y a le christianisme, l'islam se frottent, les chrétiens et les musulmans se frottent. Peut-être il faudra que du côté des mosquées et même des églises, que chaque chapelle joue son rôle. Ceci dans le but, n'est-ce pas, de booster, de rebooster le moral des jeunes. Parce qu'on a vu des journées diocésaines, n'est-ce pas, des jeunes, de prêtres, je vais dire, les dignitaires religieux sont revenus sur l'espérance. Il faut que les jeunes croient, espèrent, et il faut aller chez quelqu'un, le Créateur, afin d'hériter cette espérance. Alors, est-ce que vraiment la religion a vraiment un rôle, peut-être moteur, dans, je veux dire, dans cette lutte pour l'optimisme? On va le dire comme ça, docteur Yanta. La religion est incontournable, sauf qu'il faudrait revenir aux religions traditionnelles. Aux religions traditionnelles. C'est-à-dire, il faut revenir vivre d'une manière classique dans l'Antiquité, je ne sais pas. À l'orthodoxie religieuse, qui voulait que ce que l'on demandait aux ouailles de faire, qu'on prêche
soi-même par des exemples. Donc prêcher par les actes. Par des actes. Or, aujourd'hui, nous nous rendons compte que la plupart des chapelles, excusez-moi de le dire, la plupart des églises sont devenues comme des entreprises, des sociétés. Des industries de la foi, pour parler comme le professeur Roger Bernard Onomotaba. Alors, donc, vous pensez que l'église est en crise? L'église, je veux dire, traîne pas dans la formation des jeunes? Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est vrai, dans l'église, il y a des hommes de très grande moralité. Mais on se rend compte que la majorité ne l'est pas. Au quotidien, les faits divers, ouvrez la page des faits divers, que ce soit sur les chaînes de télévision, que ce soit dans les journaux, vous vous rendrez compte qu'il ne se passe aucun jour sur ce territoire sans qu'un homme d'église ne soit décrié. C'est vrai, on ne doit pas confondre les actes d'un individu et attribuer ces actes à l'église. Mais si la plupart de ces religieux ne prêchent pas par l'exemple, je dis l'église a beaucoup à faire. Pourtant, je dis bien pourtant, beaucoup de choses sont attendues du côté de l'église. Et la preuve nous vient de la Centrafrique, où on voit au quotidien l'imam, le prêtre, l'archevêque de Bangui, oui, au quotidien en train de se battre pour que la paix revienne dans ce pays où les populations souffrent à merveille. Donc l'église doit être, pour vous reprendre, la lumière du monde, et les hommes religieux doivent prêcher par le bon exemple, afin que la jeunesse, n'est-ce pas, puisse trouver les repères que le monde a perdu. Alors, on parlait toujours de la moralité des jeunes professeurs, et tout à l'heure on a embrayé sur une pratique contre nature, et le gouvernement camerounais, déjà par le truchement du ministre de la Communication, a condamné fermement cette pratique, je ne veux pas la citer ici, pratique contre nature. Alors, vous voyez que cette pratique est en train de frapper au port du Cameroun, et certaines personnes, peut-être, vous aimeriez attirer, et en passe certaines personnes veulent attirer les jeunes, n'est-ce pas, à verser dans ce genre de pratique. Je ne veux pas les citer. Alors, professeur, vous êtes spécialiste dans la littérature et la civilisation africaine. Dans notre civilisation, on ne connaît pas ce genre de pratique. Peut-être faudra aussi vous revenir aux valeurs ancestrales, valeurs patrimoniales, pour promouvoir, pour faire la promotion, le marketing de ces valeurs, afin que la jeunesse aussi retrouve ses repères, afin que la jeunesse, certainement, professeur, revienne sur les rails. Est-ce que vous le faites déjà dans vos amphis? Oui, disons que ce n'est pas tous les temps que je suis d'accord avec le ministre Issa Chiroma Bakari, mais pour une fois, je dis, je partage son point de vue, et surtout qu'il le défend avec énergie, parce que nous sommes des Africains, et ces termes-là n'existent même pas dans nos propres langues. Sauf en sorcellerie, peut-être. Sauf en sorcellerie. Mais comme la sorcellerie, ce n'est pas ça qui guide le quotidien. Bien entendu, ça relève du paranormal, comme qui dirait. Parce que lorsque les jeunes aujourd'hui se retrouvent dans des situations pareilles, déplorables, nous disons tout simplement qu'il y a du chemin à faire. Et par conséquent, nous ne manquons pas, dans nos salles de classe, d'attirer l'attention des étudiants et des étudiantes par rapport à l'importation de ces réalités étrangères par rapport à nos propres valeurs culturelles africaines. Et la preuve aujourd'hui, certains enfants sont embarrassés. Lorsque vous leur posez la question de savoir qu'est-ce que le mariage, ils ne savent plus quoi dire. Peut-être vont-ils définir, n'est-ce pas, selon le canon, je veux dire, la vision du monde occidental. Et là aussi, docteur, on va parler du mauvais visage de la mondialisation. C'est vrai qu'il faut entrer dans ce rendez-vous, je donnais du recevoir. Mais là, on ne peut pas parler de ce mauvais visage de la mondialisation qui nous importe, qui nous pousse à consommer ce que nous ne connaissons pas. Oui, parce que justement, lorsque vous parlez de la mondialisation ou de la globalisation, déjà ça rentre dans le cadre d'un cours que je fais, la littérature orale à l'ère de la globalisation. Et lorsque j'ai pris le cas de la définition
du mariage, c'était pour vous montrer un peu dans quel embarras les étudiants se trouvent. Parce que imaginez qu'un étudiant puisse vous dire que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Et que ce soit un enseignant homosexuel qui corrige cette copie. Imaginez ce qui adviendrait. Donc ça devient, on va dire que la science devient, je vais dire, subjective. Subjective. Elle n'est plus neutre. Elle n'est plus neutre, elle est subjective. Alors, mais vous parlez tout à l'heure de l'oralité à l'ère de la mondialisation. Et vous savez que, pour question de l'oralité, notamment dans l'historiographie africaine, a posé des problèmes. En fait, on a parlé là, par qu'on est jusqu'à présent, elle pose problème. Alors, que vous dire donc, parce qu'on est dans la quête, je veux dire, dans ce rendez-vous, je donnais du savoir. Et qu'est-ce que l'Afrique, je veux dire, vous qui faites dans ça, qu'est-ce que vous proposez, n'est-ce pas, au Conseil des Nations? Est-ce que vous passez le temps, je parle de vous enseignants, nous tous, peut-être nous, qu'est-ce que nous proposons? Parce que nous devons aussi être, je veux dire, participer, à avoir une réponse éloquente à la mondialisation. Qu'est-ce que nous proposons? Parce qu'on a comme l'impression que cette mondialisation est à sens unique. L'Occident dicte et nous sommes les marionnettes et eux ils tirent les ficelles. Alors, lorsqu'on parle de l'émergence, sur quoi nous basons-nous? C'est justement ça qui est à déplorer. Et parce que la mondialisation, en fait, devrait être ce carrefour d'échange. Bien entendu. Où chacun a quelque chose à apporter et à défendre cela. Bien entendu. Puisqu'il ne revient pas aux autres, à l'Occident, de nous dire qu'est-ce qui est bien pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. C'est plutôt à nous de rechercher au niveau de l'Occident ce qui peut, je veux dire, ce qui peut nous apporter un plus dans notre quotidien, le quotidien africain. Voilà, par exemple, on parlait tout à l'heure d'une des valeurs, à savoir l'homosexualité. Elle est une réalité en Occident. Et même pas dans tout l'Occident. Bien entendu, encore que ça fait des remous du côté de la France, lorsqu'on a adopté... Même, nous voyons certains hommes d'État qui ont de la peine à trancher une fois et pour toutes. Oui, et il y en a qui relativisent parce qu'il faut aussi dire que, bien entendu, et nous pensons que la jeunesse doit revenir, n'est-ce pas, à leur sous-bassement culturel, parce que l'un des défis, on parle de défis du développement, de l'émergence, peut-être l'un des défis aussi serait du retour aux sources, retour à nos valeurs ancestrales, pour répondre peut-être à ces sirènes, pour reprendre le professeur Onomo, à ces sirènes du pessimisme. Ça sera peut-être notre mot de fin, professeur. Alors, il faudra peut-être revenir aux valeurs. Et ces valeurs, vous les maîtrisez mieux que quiconque, parce que vous les enseignez dans les amphis. Tout à fait. Et c'est justement... Il y a, par exemple, la langue maternelle. Oui, et c'est d'ailleurs même le titre d'un ouvrage en voie de publication, des sources culturelles à la globalisation. Qui justement répond à la question que vous venez de poser, à savoir, il est question de puiser dans nos valeurs ancestrales, dans nos valeurs traditionnelles pour pouvoir bâtir le Cameroun qui espère être émergent à l'horizon 2035. On espère que lorsque cet ouvrage sortira, vous viendrez nous parler ici de fond en comble. Et ça sera un plaisir pour la Royale Télévision d'Afrique, qui est au cœur des valeurs africaines, de bénéficier d'un tel chef d'œuvre. Ok, docteur Flaubert Yamta, vous êtes enseignant à l'université de Yaoundé 1 et vous êtes également spécialiste, on l'a dit tout à l'heure, en littérature et civilisation africaine. Pensez-vous que cette filière est porteuse? C'est une filière d'avenir, étant donné que l'Occident ne reconnaît pas les valeurs africaines. Au regard des produits que nous formons, j'aurais souhaité que ce soit 1, 2 ou 3 de ces produits qui puissent répondre à cette question. Mais je prends sur moi de dire, généralement, tous ceux qui se retrouvent au département de littérature africaine disent que s'il y avait un choix à refaire, ce serait le même choix. La preuve est que ceux qui découvrent ces enseignements dans le cadre des unités complémentaires finissent par revenir dans le même département une fois avoir obtenu leur parchemin et leur licence dans des départements comme l'aide moderne française,
linguistique. Peut-être même histoire aussi, civilisation, religion. Il y a toute une spécialisation. Et je suis même flatté déjà de venir faire cette filière, docteur. Alors, nous disons merci pour votre disponibilité. Merci surtout, n'est-ce pas, pour la simplicité et la franchise avec laquelle vous avez pu aborder les questions des politiques actuelles. Et on a dit, tout n'a pas été dit. On n'a pas eu la prétention, le docteur, d'éplucher de fond en comble, n'est-ce pas, le discours du chef de l'État. Nous avons fait notre lecture à notre niveau et on espère toujours vous avoir dans l'avenir, dans ce plateau de politique actuelle. Pour faire... moi qui vous dis merci et je profite de cette occasion pour adresser un bonsoir à tous mes étudiants de l'École normale supérieure, de la faculté des lettres et de l'Institut supérieur de traduction et d'interprétation de Yaoundé qui, par ma voix, ont découvert cette chaîne et qui ne cessent de temps en temps de regarder la Royale Télévision d'Afrique. Merci, professeur. Mais vous arrivez à assumer toutes ces casquettes, professeur. Tout à fait. Il suffit tout simplement de s'organiser, d'avoir un chronogramme que l'on respecte et le tout est fait. En tout cas, merci encore, professeur, et on ne dira jamais assez, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Sachez que votre fidélité nous honore. Je vous laisse donc en compagnie des programmes de la Royale Télévision d'Afrique, la télévision au cœur des valeurs africaines. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain, même heure, même fréquence. Ne zappez surtout pas, le meilleur reste à venir. Et le meilleur, c'est ici, la Royale Télévision d'Afrique.